Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur l'art de sculpter la lumière à travers le verre, en compagnie donc de Chloé Kiban. Cette rencontre est organisée dans le cadre de notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants et artisanaux à destination des professionnels de l'architecture. Vous êtes donc vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, décorateur, designer, vous aussi invité à prendre part à cette rencontre, à engager la conversation. Et si vous avez des questions, je vous invite donc à utiliser l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran. N'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions voilà, au cours de cet échange. Et on a vraiment essayé de penser cette rencontre un peu dans l'esprit d'une table ronde. Donc, n'hésitez pas. Je vais maintenant laisser la parole à Chloé qui peut peut-être commencer par nous présenter son atelier en quelques mots. Bonjour à tous, merci de suivre cette table ronde du coup qui a un format un petit peu carré, surtout ce matin avec les problèmes éventuellement de vidéo et de partage d'écran et d'informatique. On va y arriver. Donc j'ai créé mon atelier de vitrail depuis 10 ans. Et je réponds principalement à des commandes de vitraux en tant que création contemporaine, un petit peu de restauration aussi. Et je démarre aussi des créations sur mesure pour toutes sortes de design produits, que ce soit du luminaire, du miroir, des sculptures. Depuis à peu près 3 ans, j'ai mon atelier dans le château de Clermont. Je vais vous montrer mon atelier, qui est très beau. Et alors, je ne suis pas hyper au... On prend le temps, ça va le faire. Ça fonctionne? Ça va fonctionner. Désolée pour le délai. Non, j'arrive pas. Ça y est. Du coup, j'ai quelques petites... Voici le lieu où j'ai la chance d'avoir mon atelier. Alors, ça charge dans un un tout château. petit peu de mon côté. Je pense que ça va s'afficher dans un instant. Voilà, effectivement. Il y a une photo qui est partie, c'était l'intérieur de mon atelier, c'est pas grave. Voilà, j'ai la chance d'habiter dans un bel endroit en Loire-Atlantique, devant la Loire. Et c'est un lieu qui est très inspirant. C'est un lieu aussi riche en termes de patrimoine. Et voilà. Ouais, et voilà. Peut-être par rapport à ce que vous venez de dire, en ce qui concerne vos créations contemporaines, peut-être qu'on peut commencer par ce sujet et par l'aspect peut-être un peu plus technique de votre savoir-faire. On viendra par la suite à vos sources d'inspiration et à vos collaborations avec les architectes. Mais sur cet aspect voilà, savoir-faire technique, par rapport à la matière même du verre, quel type de verre vous travaillez? Alors, l'avantage du vitrail, comme c'est un art d'assemblage, on peut travailler vraiment différents types de verres, c'est-à-dire à peu près tous les types de verres plats en général, mais aussi bombés à l'occasion. Ce qui fait que je peux utiliser beaucoup de verres différents. Le verre principal que j'utilise, c'est du verre soufflé. On va dire que c'est le verre un petit peu de base du vitrail parce qu'il offre
vraiment une belle qualité de matière. C'est ce que j'ai derrière moi en termes de teinte. Il y a beaucoup bien sûr, de tonalités très, très différentes. Et puis, le fait que ce soit un verre artisanal, donc le soufflet bouche, lui offre une irrégularité de surface, de la bulle, beaucoup d'irrégularités qui lui rendent vraiment un aspect très vivant. Et c'est ce qui me plaît dans ce verre, parce que ça change du verre qu'on a l'habitude de voir, qui est plus industriel maintenant, qu'on voit plus maintenant, qui est un petit peu plus, qui est très lisse pour le coup, qui est presque parfait, mais qui est justement presque un petit peu trop froid, alors que le verre soufflé continue d'apporter ce côté, de matière vivante. Voilà. Après, j'utilise bien sûr aussi tous les verres industriels, le verre flotte, les verres sablés, les verres dépolis, aussi les verres qui sont dits texturés, qui sont imprimés à relief mécanique, les verres étirés, les verres américains. Donc, les verres américains sont des verres étirés avec des strates de couleurs différentes, ce qui leur donne un effet assez moiré et qui sont assez intéressants pour construire des projets, plus par exemple pour des luminaires, parce qu'on va pouvoir jouer aussi sur les transparences beaucoup et les translucidités. Donc ça, ce sont des verres un petit peu, on va dire, traditionnels dans le vitrail, c'est-à-dire un peu un mix de pas mal de choses. Et depuis quelques mois, j'ai commencé à faire aussi du recyclage un petit peu plus intensément, puisque je chine déjà beaucoup de verre depuis le début de mon activité, pour différentes raisons, mais aussi parce qu'on en récupère pas mal sur les chantiers, notamment de chantiers de restauration. Et des fois, chez des clients qui veulent mettre un vitrail et qui se débarrassent en fait de belles vitres. Et donc, ça permet d'avoir aussi quelques perles rares de verres qui ne se font plus. Donc, c'est un peu le côté collection de verres particuliers. Et puis, depuis quelques mois, je collabore avec une menuiserie d'exception qui fait de la dépose et de la restauration de menuiseries en bois. Et donc, ils sont souvent amenés à déposer des vitres avec des verres soufflés. Et donc, depuis un petit peu de temps, je les récupère. Donc, ils ne sont pas tous optimales pour être récupérés parce que des fois, ils ont des petits défauts, des petites rayures où ils ont pris le soleil. Et donc, mon idée, c'est de les revaloriser en leur ajoutant un décor sur verre. D'accord, on va voir ça bientôt. À partir donc de ces différents verres, quelle technique mettez-vous en œuvre? Alors déjà, c'est donc, comme je le disais, le vitrail un art d'assemblage. Donc, je le découpe. Je le découpe et je peux l'assembler. J'ai quelques photos là de gestes On va regarder. à vous partager. Quelques photos de gestes par rapport au travail par rapport au travail ça ne vient pas. C'est ça d'habiter dans des endroits reculés. Hop, voilà. Donc là, on a des photos de gestes qui sont principalement des photos de montage au plomb, sauf la photo du bas, qui est une photo en bas à droite, qui est la photo de la coupe de verre. Donc là, je suis en train de travailler, par exemple, sur une vitrerie à écailles. Et c'est un montage au plomb classique. Donc on peut voir que les verres sont tous très différents. Sur cette vitrerie, justement, je m'amuse à récupérer plein de morceaux de verre chinés qui ont été ensuite coupés et puis peints
puis serti en plomb. Alors, j'ai aussi une vidéo à vous montrer. C'était l'objet de ce matin. Une vidéo sur la coupe de verre, puisque la coupe de verre est entièrement faite à la main. Donc, nous avons des processus pour la coupe de verre. Comment dire, pour arriver à faire de la coupe qui soit à la fois au calibre, comme ce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les morceaux sont découpés un à un. Et puis pour tout ce qui est un petit peu plus de la série, on a des petits procédés. Vous allez voir si j'arrive à la partager. Oui, alors il suffit de là, Ouais, c'est ça. Ouais, de choisir une des trois et ça devrait marcher. Elle s'ouvre? Ah ouais. Mais elle est en petit, il faut la mettre en grand. D'accord. J'ai plus la main dessus. Ça marche? Non, on l'aperçoit, mais elle est en petit et elle tourne pas encore. On peut refaire un essai sinon. Je réessaie quand même? Ouais, on peut refaire un petit essai. Alors, c'est peut-être parce que j'avais pas mis l'affichage en petit. Ah non, je vais... Ça y est. Oui. C'est bon? On va y arriver. Alors, je la mets en route. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est un procédé de coupe qu'on appelle la coupe à la machine, qui permet, après avoir débité des bandes à la pige, de pouvoir couper les angles et faire des petits tas de verre et pouvoir vraiment faire de la série en mode féminin. Je sais pas, c'est pas de l'industriel non plus, c'est de l'artisanal amélioré. Voilà. Autrement, donc, on coupe tous les verres. Et puis, sinon, il y a aussi de la peinture sur verre. Donc, j'ai une deuxième vidéo que je vais essayer de vous partager. Et je ne sais pas si je vais y arriver. La peinture sur verre, du coup, on utilise plusieurs peintures. Toutes ces peintures sont cuites. Ce sont des peintures, donc on en a... Enfin, j'en utilise 3. J'utilise la grisaille, qui est la peinture traditionnelle du vitrail, qui est en fait une peinture à base de plomb. Donc le plomb assez décrié en ce moment. Mais pourtant, dans nos métiers, vraiment au cœur de nos préoccupations. Et voilà. Et j'utilise aussi des émaux. Donc les émaux qui offrent une autre texture que la peinture sur verre, c'est-à-dire les émaux vont conserver la translucidité.
alors que la grisaille va faire un petit voile opacifiant sur sur la surface du verre. Et puis, on utilise aussi des cémentations qui sont vraiment un peu les perles de la peinture sur verre vitrail, qui sont en fait des sels d'argent ou des sels de cuivre. Donc, les sels d'argent qui font des jaunes et les rouges de cuivre, donc des rouges. Ici, je vous partage une vidéo de toutes les préparations de peinture. Je ne sais pas si vous voyez. On la voit. Voilà, la préparation de la peinture qui se fait aussi manuellement. Donc, en fait, on est vraiment dans tout le temps des procédés manuels. Et c'est ce qui est justement intéressant dans nos métiers. Voilà. Hop. Je suis revenue, du coup, je vais pouvoir vous montrer peut-être les différentes peintures qu'on a. Ici, c'est un verre qui a été sérigraphié. On voit que, du coup, la peinture utilisée était un sel d'argent. Donc, avec les reflets, c'est pas très facile à voir, mais on peut voir que, du coup, la tonalité, c'est un beau jaune un peu orangé, et il y a plusieurs tonalités différentes. La différence avec une grisaille, par exemple, ici, un verre aussi qui a été sérigraphié, il offre une opacité, alors que l'autre est vraiment translucide et garde la transparence complètement. Donc, en fait, on a 3 peintures sur lesquelles on peut jouer comme ça au fur et à mesure de ce qu'il y a à faire. Donc, je me suis aussi lancée dans la sérigraphie. La sérigraphie sur verre, c'est un procédé aussi très intéressant que je souhaite développer actuellement à l'atelier. Pour la même raison que la coupe de verre qui permet d'aller plus vite et de pouvoir faire des motifs un petit peu répétitifs. Et pour ça, je me suis inspirée de la forêt de chez moi, qui est composée de beaucoup de cèdres qui sont d'ailleurs classés. Désolée. Et alors, j'ai ici une vidéo qui s'est partie trop vite sur la sérigraphie qui permet de voir un peu la fin d'un effet de sérigraphie sur un écran. Donc, pour ceux qui connaissent la sérigraphie et ceux qui ne connaissent pas, c'est un procédé d'impression à petite série avec un cadre en toile sur lequel on vient passer son encre. Donc là, pour le coup, l'encre passée, c'est justement mes peintures, mes propres peintures que j'utilise pour le vitrail. Hop. Voici la fin d'une ouverture de cadre avec le verre en dessous. Ensuite, toutes les peintures sont cuites. Donc, par la suite, après la sérigraphie aussi, toutes ces peintures sont passées au four, dans un four qui va chauffer à 630 degrés chaque peinture. Et là, le verre est prêt pour être du coup coupé, recoupé, serti en plomb ou à l'étain. Comment dire, les techniques sont assez variées. Il y a aussi la possibilité d'avoir d'autres décors sur verre, comme la gravure à l'acide. Alors, la gravure à l'acide permet de faire des effets très intéressants, assez variés. Son intérêt premier, c'est quand même de pouvoir être utilisé comme comment dire en fait, avec les verres soufflés, on a des verres qui sont à double couche de couleurs. Donc, on peut avoir un verre rouge, par exemple, sur un verre jaune. Donc, c'est l'exemple que je vais vous montrer à présent. C'est-à-dire
le verre gravé va être, on va graver la première couche de rouge et du coup, on va récupérer le jaune d'en dessous, qui peut être peint par la suite d'ailleurs aussi. Ce qui fait qu'on peut arriver à avoir beaucoup de mêmes tonalités dans un même verre. Et l'avantage de la sérigraphie par rapport à la peinture, c'est qu'on va conserver vraiment l'intensité de la couleur et l'intensité lumineuse surtout. Alors, justement, sur cette question de la lumière, puisque vous venez de dire finalement, travailler le verre, ça revient à sculpter la couleur mais la lumière. Comment est-ce qu'on peut voir peut-être quelques exemples? Donc on comprend que c'est par rapport aux différentes techniques et à la gravure. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce sujet de la lumière? Oui, la lumière, pour moi, c'est vraiment une question d'observation principalement. Euh, euh, Parce que la lumière, naturellement, est changeante et subtile. Et elle est tout le temps en mouvement. C'est elle qui donne le ton dans une pièce et qui va donner l'ambiance lumineuse est primordiale parce qu'il va, comment dire, il va pouvoir créer des espaces là où des espaces plus subtils en fait. C'est-à-dire que grâce au jeu de lumière, aux reflets, aux couleurs, grâce aussi à l'irrégularité du verre et à ses reflets, c'est possible de jouer sur des espaces ouverts et fermés. C'est-à-dire, par exemple, on peut donner l'impression d'avoir une pièce dans une pièce ouverte, d'avoir un espace un peu refermé, un peu plus douillet, par une ambiance lumineuse qui peut être apportée par des cloisons ou par, euh, ou par une lumière. Je vais vous montrer donc, par exemple, avec une lumière un peu chaude, on crée une autre ambiance. Ensuite, il y a le fait aussi de... Hop, voilà. Donc ça, c'est la gravure à l'acide. Il y a l'argenture également et le thermoformage et le fusing qui permettent... Bon, ça, c'était pour revenir sur ce que j'ai pas eu le temps de montrer. Et là, donc, les exemples d'aménagement intérieur ou de changement d'espace par la lumière, c'est-à-dire comment on peut sculpter la lumière, en fait, pour moi, dans ce terme que j'emploie, c'est plus l'idée que jouer avec la lumière, jouer avec les ambiances colorées, les ambiances lumineuses, permet de revenir un petit peu à ce qui est l'origine du vitrail, dans le sens où c'est avant tout de reconnecter les gens à la lumière. C'est-à-dire d'avoir une ambiance qui permette de se sentir bien et qui soit comme une sorte de chromothérapie même. Alors, je reçois une question en même temps sur la photo qu'on voit en haut à droite. Quelle est la technique? Donc en haut à droite, oui, on va dire le vitrail le plus clair, presque blanc. Oui, alors là, cette technique, en fait, c'est une peinture sur verre qui a été réalisée avec justement un mix de ces différentes peintures que j'évoquais. Et elle a ensuite été en fait mise entre plusieurs couches de verre. Et, et ces couches de verre pour faire une sorte de bloc, comme un petit pavé de verre. Et donc les couches se superposant, ça crée un petit peu un effet de mouvement. Alors là, sur la photo, pourtant, c'est pas hyper flagrant. J'ai une autre photo un peu plus loin où on la voit un peu de biais. Et donc justement, c'est ce que je voulais évoquer par rapport à la lumière en mouvement. C'est l'autre étape de mon travail où euh, c'est le fait de superposer des effets de matière qui permet et des plaques de verre différentes qui permet de faire bouger un petit peu
comment dire, de faire bouger le regard, en fait, surtout, et puis avec cette sensation un petit peu d'entrer dans la matière. Par exemple, cette technique, alors je crois que c'est sur la page suivante, voilà, j'ai la technique qui est juste un peu évoquée par rapport à la question. On voit les différentes strates de verre, et en fait, à chaque face, chaque face est peinte, et ensuite elles sont collées à chaud ensemble pour faire des petits blocs. Donc ça fait des petits pavés de verre décoratifs, en fait. Sur la photo de gauche, c'est une œuvre sculpturale que j'ai réalisée avec un décor d'argenture. Donc là, on est sur du coup, un plaquage d'argent. C'est ce qui crée tous les motifs qu'on voit à l'intérieur. Et certains verres sont blancs, la plupart sont blancs, et tous les verres qui sont en strate horizontale sont des verres colorés soufflés et qui viennent du coup se refléter par ces jeux de miroirs incessants. Et cette œuvre-là est un peu la quintessence de mes recherches quelque part sur la réflexion des jeux de lumière à l'intérieur d'un même espace. Donc là, c'est dans un espace clos, mais dans un espace plus large architectural, c'est la même chose. En fait, c'est comment faire rebondir la lumière d'un endroit à un autre, comment la faire rebondir, comment soit l'atténuer, soit venir jouer avec. Donc voilà, en cloisonnant ou en décloisonnant. Je reçois une autre question. Ces sculptures peuvent-elles être déclinées en appliques? Je pense que oui. En fait, oui, c'est sûr. Cette sculpture peut être déclinée en applique, oui. En lustre, ça pourrait dans l'idée, dans l'absolu, ça pourrait aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a quand même un certain poids et il faudrait qu'elle soit quand même simplifiée, je pense, parce que j'imagine que les gens peut-être auraient un peu peur d'aller en dessous. Enfin, je sais pas si. Après, tous les lustres, c'est ça aussi, mais c'est vrai que là, les bords sont un petit peu. Je pense qu'elles seraient impressionnantes vues du dessous. Mais en applique, ça pourrait être tout à fait. Puis après, tout est modifiable. Tout est adaptable. On va y venir justement à votre façon de créer finalement et par rapport au projet des architectes. Une autre question, tous les bords sont bordés de plomb sur cette sculpture? Non. Justement, les bords directs ne sont pas sont laissés bruts parce que j'avais envie qu'elles puissent être comme évanescentes. Et c'était ça qui m'animait, c'était de pouvoir qu'elles puissent disparaître un petit peu sur les bords. Donc il n'y a pas de plomb d'ailleurs sur cette sculpture, tout est soudé à l'étain, donc c'est cuivre étain, c'est la technique dite Tiffany qui est plus aisée pour faire du volume. Et surtout là, puisque c'est un montage assez complexe, on a donc quand même pas mal de croisements et c'est soudé à l'étain, mais c'est soudé juste aux jonctions en fait. Très bien. Peut-être qu'on peut continuer. Alors, moi, j'ai une question. On commence à voir un petit peu aussi votre univers. Quelles sont vos on va dire, sources d'inspiration? Quelle est votre démarche créative? Et finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail du verre? Pour qu'on comprenne bien. Alors, ce qui me plaît le plus déjà dans le travail du verre, bon, déjà, il y a le travail de la matière. Le travail de la matière est assez étonnant puisque au départ, je viens de l'univers du dessin et je viens de l'univers du dessin et comment il y avait quelque chose de frustrant avec le dessin, c'est que on fait un beau projet, mais il reste comme une idée et il n'est pas matérialisé. Alors que dans ce métier, il y a la possibilité de passer de l'autre côté et d'incarner vraiment
nos idées, nos projets, vraiment cette idée de presque donner vie à quelque chose, d'y mettre toute son âme quelque part. Et ça c'est ce qui me touche le plus, c'est cet engagement, en fait, ce corps à corps presque avec la matière. Et puis, cette chose étonnante qui fait que nous, on passe notre temps à essayer de transformer la matière pour se rendre compte au final qu'elle nous transforme autant qu'on la transforme. Et le verre demande vraiment un ajustement intérieur pour le travailler. Parce que c'est vrai que si on est, par exemple, tendu, ça ne fonctionne pas. Il faut arriver déjà à se calmer intérieurement. Et puis, donc, ça met dans un certain état. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et ce qui m'a plu le plus avec le verre, en premier lieu, c'est qu'elle est vraiment une analogie avec l'eau, cette fluidité. Et pourtant, le verre, en apparence, qui est dur et cassant, a quand même cette notion-là. Donc, ça, c'est la notion verre fondu. Il y a aussi le verre plat, comme vous avez vu dans la sculpture, qui va pour moi, du coup, plus même ressembler à de l'air. Donc, on est presque dans l'approche des éléments qu'il compose, et puis d'aller justement peut-être faire des choses qui peuvent être une évanescence. Et mon inspiration principale, c'est la nature. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et je suis toujours émerveillée. Je vois toujours des choses incroyables dans la nature. Et quand je regarde la nature aussi, il y a ce côté d'éphémère, alors qu'avec le vitrail, on est vraiment sur des techniques. Et ça, c'est aussi la chose qui m'a plu, où on n'est pas sur aller vite et puis jeter à la poubelle, qui est un peu la marque de notre époque, mais on est enfin sur quelque chose où on peut prendre le temps de faire les choses bien, parce que c'est comme ça que ça s'est toujours fait, et puis parce que de toute façon, on n'est pas sur une temporalité qui va être la même que celle qui est à notre échelle humaine, mais le vitrail, on est toujours sur une temporalité de siècles. Donc, quand on fait quelque chose, on le fait pour qu'il ait une durée de vie au moins de 200 ans, à moins qu'il ait un problème. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi, de savoir qu'on travaille sur plus du long terme. Et oui, on le voit bien et on le comprend très bien. On n'a pas encore parlé, et je pense que c'est important aussi de ce que j'ai vu dans votre démarche, c'est l'expérimentation. Quelle part, en fait, vous accordez à cette partie-là? L'expérimentation, c'est un petit peu la base de mon travail et de mes réflexions, c'est-à-dire que j'aime bien me pousser un petit peu au bout des possibilités, et justement de pouvoir trouver une liberté grâce aux contraintes et aux limites. Donc j'aime bien aller flirter un peu sur le bord des limites et aller voir jusqu'où est-ce que je peux aller. C'est difficile des fois de ne pas s'éparpiller, du coup, parce qu'il y a tellement de possibilités qu'il faut savoir se recentrer, puis de voir ce qui est possible de faire aussi avec les compétences qu'on a, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais que je ne sais pas encore faire. Donc, ça veut dire qu'une bonne idée, elle peut être juste adaptée à ce qui est possible maintenant, et elle peut être améliorée plus tard. Et donc, en fait, j'ai des idées comme ça un petit peu obsessionnelles des fois sur des sujets. Et en ce moment, là, je suis partie plutôt sur une obsession sur des motifs de forêt. Mais il y a quelques temps, c'était plus sur, par exemple, les méduses ou des baleines méduses qui volaient. Donc, j'ai essayé plein de techniques pour arriver à faire le rendu que j'avais en tête. Et ce qui fait qu'au final, ça fait beaucoup de possibilités. J'ai fait des méduses en bas-relief, donc avec du thermoformage. J'ai fait des méduses en peinture, donc au final, c'est peut-être même celles qui sont les plus vivantes. Mais il y a beaucoup de
de choses possibles. Et puis, l'expérimentation amène sur des découvertes incroyables et des miracles, en fait. Parce qu'on ne s'attend pas du tout à, des fois, à avoir les résultats qu'on a. Et c'est déjà, des fois, et souvent même, des fois, et souvent, c'est mieux que ce qu'on aurait pensé faire. Si on avait décidé absolument de vouloir rester sur une idée fixe. C'est la spontanéité un petit peu qu'on peut trouver dans le verre et qu'on n'a pas trop avec la technique vitrail sinon. Tout à fait. Et on le voit bien quand on voit vos créations. Peut-être que on dépasse un petit peu le temps, mais on va quand même aborder une question essentielle, c'est votre façon de travailler avec les architectes et justement voir comment vos créations habillent les intérieurs et voilà, quel espace sont à privilégier. En même temps, on a reçu une question technique, je pense que c'était par rapport à la sculpture, à celle-ci justement, sur celle de gauche. Il n'y a pas de structure métallique, ce n'est que du verre assemblé ensemble. D'accord? Oui, sauf qu'à l'intérieur, il y a une structure métallique invisible qui est en inox. En fait, c'est comme un moyeu central. Parce que là, vous voyez une photo, elle est suspendue. Je l'ai prévu qu'elle puisse être suspendue. Et puis, elle peut être autrement sur socle. Donc, elle a une double entrée de chaque côté. Et puis, la sculpture est démontable. Donc, elle se démonte en deux parties. Et tout repose sur ce moyeu en inox central. Mais il pourrait presque ne pas être existant, en fait. D'accord, ça permet les deux options simplement. Oui. Ouais. Ça permet aussi de pouvoir y fixer une lumière par la suite, si besoin. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, effectivement, voilà, voir quelques exemples pour pouvoir se projeter peut-être un peu pour les architectes. Alors là, il y a la moitié des photos qui est partie. Mais bon. Oui, alors, donc, par rapport aux architectes, mes créations peuvent s'intégrer et se décliner donc en 2D comme en 3D, comme vous l'avez vu. Ça peut être en cloison, aussi bien fixe qu'ouvrantes, des portes, des fenêtres intérieures, etc. Ça peut être des cloisons en lumière naturelle ou rétroéclairées, des miroirs, des luminaires. Et les verres aussi peuvent être utilisés. Alors là, du coup, il y avait quelques photos de verre, de textures de verre qui sont pas forcément restées dans le diapo, je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait quelques photos de texture de verre et la matière brute peut aussi être utilisée pour des designs produits ou pour des offres à créer. D'accord. Et justement, en fait, vous travaillez à la commande, on vous commande des choses précises. Alors, on a bien compris que vous avez aussi votre univers et vous créez aussi de façon libre. Comment se passe finalement votre collaboration avec les architectes sur des projets? La plupart du temps, la plupart du temps, ce sont des projets sur mesure. Pour l'instant, en tout cas, j'ai plutôt répondu à des projets sur mesure. Ça m'arrivait aussi de faire de la petite série. Et c'est très stimulant parce que ça offre une grande liberté. Mais à présent, là, aujourd'hui, j'aimerais étoffer mon offre avec aussi les projets demi-mesure. Alors, c'est-à-dire? Alors, le projet demi-mesure, c'est du coup une offre qui combinerait un petit peu, en gros, trois, comment dire, trois offres à combiner. Donc, c'est-à-dire, on choisit des verres. Donc, ça peut être tout type de verre, comme je l'ai expliqué, avec tout type de coloris ou tout type de revêtement de surface, suivant les projets. Et ensuite, ça peut être combiné avec un motif. Donc, les motifs, ça peut être, par exemple, alors les motifs, c'est une offre que je suis en train de mettre en place.
Je suis en train de monter un catalogue en fait de verres, de produits, pour pouvoir proposer des verres décorés avec un prix au mètre carré, avec une offre entrée de gamme qui commencerait à 100 € du mètre carré à peu près le verre. Et après, avec des verres qui pourraient être donc sérigraphiés ou gravés ou argentés ou peints à la main. D'accord. Donc, finalement, ça laisserait beaucoup de possibilités et à la fois en reprenant cette idée de vos créations, puisque c'est vos motifs, votre univers, mais les architectes peuvent l'adapter à leur projet en composant finalement selon leurs propres besoins. Oui, exactement. Alors là, c'est complètement le but et de pouvoir faire en sorte que les gens puissent s'approprier le motif, un petit peu comme en fait ce serait de la tapisserie, quoi. C'est un peu cette idée-là. Et donc là, j'ai une dernière chose à vous montrer. C'est un exemple de projet que j'ai réalisé pour une cliente et qui reprendrait, qui pourrait reprendre, alors ça marche pas pour l'instant, ah, ça y est, qui pourrait reprendre des verres décorés, agencés et ensuite montés en plomb. Donc là, on est sur un vitrail traditionnel. Le projet, c'était même un vitrail traditionnel intégré en double vitrage pour une porte d'entrée. Donc avec des verres de sécurité de chaque côté. On le voit. Donc en fait, là, les verres sur les côtés, les verres verts avec le motif un petit peu suggéré, c'est le motif de forêt que vous avez vu sur la vidéo de sérigraphie. Sauf que du coup, il a été retourné et déployé un petit peu pour en faire comme une sorte de fractal. Donc, on joue sur la géométrie et plus que sur le côté paysage du verre, c'est de l'utiliser vraiment comme un paysage motif. Donc, on perd la lisibilité du paysage direct, mais il est plus utilisé en motif. Et donc là, comme c'était une porte d'entrée, c'était utilisé avec des grisailles, justement pour pouvoir conserver une opacité par rapport à la vue. Mais conserver la translucidité, puisque c'était une fenêtre plein est, donc qui avait quand même un petit peu de lumière le matin. Très bien. Je pense qu'on a eu en tout cas un bel aperçu de votre savoir-faire et de votre univers. Malgré les petits aléas techniques, on sait que voilà, c'est pas toujours évident. Donc, il n'y a pas de problème. En tout cas, on a reçu plusieurs commentaires comme quoi c'était beau et je transmets. Donc, effectivement, euh, voilà, vos créations sont très belles et elles ont l'air d'avoir plu. Je reçois une question sur quelles sont vos prochaines actualités. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter? J'ai prévu de pas trop faire de salon cette année parce que l'année dernière, en fait, parce que tout simplement, mon atelier n'est pas encore complètement optimal pour déployer toute la gamme de créations que je voudrais faire. Et donc, ça me prend un peu de temps à tout mettre en place. Et j'aimerais bien que tout soit bien clair au moment où je retournerai faire un salon. Donc, j'ai prévu en tout cas de faire les rendez-vous de la matière en 2023. On vous attend. Et j'avais prévu aussi peut-être de refaire le salon du patrimoine international culturel à Paris, au Carrousel du Louvre, à la même date. Voilà. Peut-être que j'aurai quelques créations d'ailleurs sur ce salon, sur le stand partagé avec une coopération avec un artiste de l'Est qui est artiste peintre en décor et peintre tout court d'ailleurs, qui s'appelle François Zéner et qui sera sur le salon je pense, vers la région
Grand Est. Et on est en collaboration pour des luminaires d'après ces dessins. Donc, je pense que ça va être très beau. Et je ne sais pas si ce sera prêt à temps, donc je ne suis pas sûre que ce soit sur le salon, mais c'est en projet. Et on a hâte de voir. Et en tout cas, s'il y a une actualité, j'essaierai de mettre mon site à jour. Oui, je m'occuperai de toute façon de vous transmettre les coordonnées donc, de Chloé Kiban, site internet, voilà, mail, téléphone, etc. Comme ça, vous pourrez bien sûr poursuivre cet échange si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Chloé pour cette rencontre et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci. Merci Maëlle. Merci, au revoir.